Alors, donc on a une date, c'est ça on a, hein, c'est le 29 mars prochain, mais on n'a pas de réponse en fait sur les différents ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la politique commerciale. Donc les réponses qu'on aimerait avoir, c'est voilà, quels vont être les accords qui seront en place à partir du moment où le UK sera en dehors de l'Union européenne. Alors c'est une question sur laquelle évidemment il y a déjà eu beaucoup de discussions, beaucoup de recherches. En particulier, alors c'est vraiment la recherche, mais les médias ont donné beaucoup d'anticipation sur ce qui pensait être les futurs scénarios. Et ce qui concerne, ce qui intéresse vraiment en fait, les citoyens à l'intérieur de la Grande-Bretagne, c'est par exemple à quoi vont ressembler les prix des biens lorsqu'ils vont les importer en provenance encore d'Angleterre après le Brexit. Alors évidemment, les scénarios proposés anticipent des situations un peu plus drastiques. Alors j'ai trouvé quelque chose qui me parlait. Il faut aller un petit peu dans le détail pour voir pourquoi en fait cette proposition du Sun peut paraître, disons, étrange. Donc voilà, le Sun nous dit voilà pourquoi vous avez vraiment intérêt à signer le Brexit. Regardez, en fait, les prix des biens que nous consommons et que vous allez consommer en fait après le Brexit vont vraiment baisser. Bon, alors, effectivement, quelques exemples sur le petit bulletin, ils nous disent que la mozzarella va baisser. Le prix de la mozzarella, je ne sais pas où nous achetons la mozzarella, donc vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas en Italie. Autre chose, c'est que le téléviseur LG, là aussi l'Union européenne a un accord avec la Corée du Sud, mais bon, peut-être qu'il. Donc on a ce genre de scénario, qui nous donne des anticipations. Alors il y a évidemment quelque chose de plus académique, que les académiques se sont mis à imaginer quels seront les flux de commerce et quelles seront les situations en termes de bien-être en fonction de ce que choisit de faire le UK. Donc encore une fois, il retient les prix des biens importés, et il s'agit de prédire en fait les flux de commerce. On va détailler dans un instant en fait, les mécanismes que la théorie décrit dans le cadre de la signature ou l'inverse d'un accord de commerce. Pour l'instant, en fait, la littérature, là on ne va pas s'attarder parce que c'est pas notre sujet, mais la littérature académique, pour l'instant, elle s'est vraiment intéressée à ce qui se passe à l'intérieur du UK, comme la Grande-Bretagne, quels vont être les scénarios en termes de welfare, donc de baisse du welfare pour la Grande-Bretagne. Ça, c'est en particulier Swati Dhingra et ses co-auteurs de la LSI. Et aussi, alors le deuxième article, Maya Michael Senego, là, en fait, ils font un zoom sur le partenaire principal de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Union européenne. Que va-t-il passer pour l'Union européenne? Vous imaginez aussi un scénario de Frexit, voilà, pour aller un petit peu plus loin. Bon. Alors, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de parler de ce qui peut se passer pour d'autres premiers partenaires de la Grande-Bretagne, qui sont effectivement des partenaires moins importants de la Grande-Bretagne, commerciaux, et qui sont des pays africains. Donc, ce que j'ai envie de faire dans cette partie de recherche, c'est d'investiguer cette question. Comment, en utilisant en fait, la théorie du commerce international, et donc en essayant de quantifier les futurs échanges en fait, qui auront lieu une fois qu'on aura trouvé le scénario d'après-Brexit. Et je vais vous montrer comment, en fait, on peut, une fois qu'on a en fait, imaginé les flux de commerce avec les accords qui ont été signés, on peut traduire ça en termes de situation de bien-être, donc de revenus. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire oui, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? On s'intéresse déjà à ce qui va se passer à l'intérieur de la Grande-Bretagne, on s'intéresse à ce qui va se passer pour les partenaires principaux. Pourquoi on s'y intéresse? À mon avis, c'est très important de s'y intéresser, et vous l'avez cité ce matin, c'est parce qu'en fait, ça ne va pas être une priorité dans les négociations, ça n'a très certainement pas être la priorité numéro 1 de savoir
Voilà. Donc voilà dans le cadre dans lequel on est. Alors, comment on s'y prend? Donc, un tout petit peu de théorie rapide pour voir un petit peu son analyse en fait, de cette question. Donc, il est question de savoir très concrètement ce qu'il se passe sur les flux de commerce à partir du moment où on signe un accord de commerce, ou alors on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on remonte les barrières commerciales, c'est-à-dire qu'on défait un accord de commerce, et on veut voir ce que ça fait sur les flux commerciaux. Alors la théorie là-dessus, elle a deux prédictions assez claires. L'une pour l'une, on peut réagir très rapidement, on peut le faire, l'autre c'est un petit peu plus compliqué. Donc la première chose que dit la théorie, c'est de dire, voilà, quand deux pays en fait signent un accord de commerce, on va avoir des effets directs. Un effet direct, on va baisser les barrières au commerce, et donc ça va faire une création de commerce. Gilles de Mello en a parlé tout à l'heure. C'est le premier effet qui est assez balisé. Sur celui-là, et je vais vous montrer quelques résultats là-dessus, on peut faire des choses. Donc là-dessus, on peut effectivement dire, voilà, les EPA ont été signés, certains, l'ESA, EPA, par exemple, on a quelques données, c'est ce que je vais vous montrer, parce que là-dessus, on a 2012-2007, donc on peut faire quelque chose. Et donc, on a des méthodes voilà, pour estimer l'effet d'augmentation du commerce qu'a eu la signature de l'effet. Alors, quand je dis effet, c'est l'effet causal, hein, c'est-à-dire qu'on isole évidemment d'autres raisons d'augmentation du commerce, auxquelles on ne s'intéresse pas, pour justement revoir s'il y a eu un effet causal après la signature et donc la baisse des commerces. Bon, donc ça on peut le faire. La deuxième chose qui est un petit peu plus compliquée, mais qui en même temps est celle qui nous intéresse aussi, c'est de prédire l'effet global. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas juste de dire, voilà, il va se passer une remontée des barrières au commerce très clairement entre le UK, la Grande-Bretagne et une majorité des pays, enfin tous les pays à un certain moment. Donc qu'est-ce que ça va faire sur le commerce? On se doute que ça va baisser les flux parce qu'on augmente en fait les barrières au commerce. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le schéma global. Et le schéma global, la théorie nous dit, voilà, on a une redistribution des flux au commerce autour de cette paire de pays pour lesquels les flux de transport ont augmenté. Et donc cette redistribution, on peut la prédire, on peut même la calculer, mais c'est un petit peu plus long parce que la manière de le faire, c'est de comparer deux choses. Comparer les flux de commerce lorsqu'il y a l'accord aux flux de commerce dans une situation hypothétique où on n'aurait plus l'accord. Donc on fait en fait un factuel et un contrefactuel et on les compare. Ok. C'est-à-dire qu'on refait la matrice de commerce en fait du monde dans notre monde contrefactuel où il n'y a plus l'accord. Alors, je vais d'abord vous montrer rapidement ce qu'on peut faire. La partie utilisant les équations de gravité, même si c'est pas un but en soi, parce qu'on peut dire effectivement, et Alain en a parlé, le commerce monte, le commerce augmente avec un accord de commerce. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est aller un petit peu plus loin. Alors, c'est le seul slide où il y aura des équations, mais c'est juste pour vous montrer que on utilise en fait l'équation de gravité. Donc, ce qu'on estime, en fait, c'est un flux de commerce. Je n'ai pas mis les définitions ici, mais en fait, à gauche, on travaille de gauche, là, X, c'est le flux de commerce. Et ce à quoi on s'intéresse, en fait, c'est de savoir si un changement dans le temps, dans une variable, en fait, qui est bilatérale et qui concerne, en fait, la signature d'un accord de commerce, a fait varier la variable de gauche, qui est les flux de commerce. Pourquoi on a d'autres variables? On a d'autres variables parce que, justement, on contrôle. Et on ne veut pas que ça soit la source de la variation de commerce, parce qu'on ne s'intéresse pas à savoir si le commerce a augmenté à cause du PIB qui a augmenté ou d'autres choses qui sont unilatérales. Ok. Je suis où ça? C'est quoi? Le temps, 3 minutes, ça va? C'est pas du tout. Ah, ok. Alors, ce que je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer un tableau de résultats sur lequel il y a un coefficient qui nous intéresse. Le coefficient qui nous intéresse, c'est celui sur un accord de commerce. Donc le ln de phi NID qui est à gauche en bas, en fait, ça c'est l'équation qui nous décrit ce qu'on va mettre à l'intérieur des cours. Donc à l'intérieur des cours de commerce, qu'est-ce qui fait en sorte en fait que des pays bilatéralement soient plus proches ou moins proches et puissent commercer plus facilement? Il y a des choses qui ne bougent pas dans le temps, il y a des choses qui sont par exemple la distance, le log de D, donc ln_D là c'est la distance, ça concerne nos deux partenaires. Apparemment je ne vous ai pas dit que N et I, si je ne le dis pas, c'est pas la même.
scindé selon les partenaires, un pays L et un pays I. Okay. Donc on a ce type de variable-là qui ne bouge pas dans le temps, et puis on en a d'autres qui sont en général celles qui nous intéressent précisément, qui sont des variables bilatérales et qui varient dans le temps. Donc par exemple, partie A qui est là, elle est une variable qui va représenter tous les accords de commerce que deux pays peuvent signer. Okay. Je fais partie de l'UE, je fais partie de NAFTA, je fais partie de etc. Donc ça, nous, évidemment, on le traduit en variable 0. La dernière qui est là, c'est aussi une qui nous intéresse, elle nous dit est-ce que deux pays, alors même si elle varie pas longtemps, est-ce que deux pays ont eu des liens coloniaux? Okay. Donc ça, c'est une chose aussi qui rapproche, qui a créé des liens et donc qui permet de comprendre quels sont les déterminants. Bon. Donc je ne l'ai pas mis là-dessus, mais disons dans les trois petits points qui sont là, on imagine qu'on a notre accord de commerce, par exemple, ESA ou PA. C'est une des variables qui nous intéresse et sur laquelle on veut, et pour laquelle on veut connaître son effet sur le commerce. J'insiste, c'est un effet causal. On essaye de mesurer. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est ça. On a des données de commerce. Là, on est en agrégé. Il y a des données de commerce depuis 1948. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des données jusqu'à 2016. Donc, on arrive à capturer les premiers accords qui ont été signés. Alors, ceux qui commencent en 2016 et l'Afrique du Sud, voilà, on n'a pas encore de manière de les incorporer bientôt. Bon, des choses un petit peu plus théoriques, c'est-à-dire qu'on s'intéresse juste à l'effet de la variation de la variable RTA dans le temps. Le within, ça veut dire, en gros, on contrôle pour les autres termes, mais on s'intéresse à l'intérieur d'une paire de pays, à ce qui se passe à l'intérieur du temps. Donc, par exemple, pour le Eastern and Southern Africa, on a déjà eu plusieurs démonstrations qui montraient que les pays en fait, qui ont signé et implémenté l'accord, c'est Maurice, Madagascar, Seychelles et le Zimbabwe. Donc ils ont signé en 2009. Et à partir de 2012, on aimerait voir leurs études. Alors, le tableau, je vous ai déjà donné le chiffre, en fait, le chiffre est là, il est 25%. En fait, alors, comme ça, donc ça, en fait, c'est un tableau de résultats sur une gravité. Les 4 colonnes, elles se représentent tout simplement, en fait, on a essayé plusieurs spécifications, donc on a essayé plusieurs versions de l'équation. Okay, je veux dire, tiens, est-ce que cette relation est tout le temps valable? À gauche, en fait, on a toutes les variables qui nous intéressent, et aujourd'hui, on va juste zoomer sur celle qui nous intéresse, qui est celle qui s'appelle ESA, EPA, elle est en petit, moi c'est un petit peu mieux. Et ce qui nous intéresse, c'est le coefficient en fait, qui est le long de cette variable si on suit la même ligne. Alors, je vous l'ai directement traduit, en fait, parce qu'en fait, il faut prendre l'exponentielle de ce coefficient pour comprendre l'effet que ça a sur le commerce. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez ma souris là? Donc, si je prends ce coefficient ici, voilà, j'en prends l'exponentielle, en fait, ça nous donne un effet de 25%. Alors, 25%, qu'est-ce que c'est? 25%, c'est une augmentation du commerce qu'on suppose causale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a contrôlé pour d'autres facteurs qui auraient pu aussi influencer l'augmentation du commerce. Donc, le 25%, a priori, vraiment, est dans le temps pour une paire de pays, en moyenne, sur les flux entre tous les partenaires de ESA, EP. Donc, vous voyez, ça, voilà, c'est l'analyse ex post, en fait, qu'on fait. On a les données, on a vu ce qui s'est passé, et on étudie ce qui s'est passé. Donc là, on n'essaye pas de tout voir encore. Là, on étudie, en fait, ce qui s'est passé. Alors, justement, donc sur cette question, en fait, on peut avoir, c'est comme ça qu'on le trouve dans la littérature, une approche rétrospective, une approche prospective. Donc, rétrospective, par contre, c'est ce qu'on vient de faire. C'est je regarde ce qui s'est passé et je mesure, je quantifie de manière régulière. Prospective, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passerait si il n'y avait pas l'accord? Et donc, il faut qu'on refasse cette situation, on n'en est pas encore là, je n'en suis pas. On va recalculer cette situation en enlevant l'accord. Mais, pourquoi je voulais insister en fait sur cette transparence,
je prends par exemple l'ESA et PA, je dis, bah oui, mais pour l'instant, il est conclu entre toute l'UE et les pays PA. Dans le futur, a priori, il sera conclu entre l'UE moins l'UE et les PA. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je peux refaire mon travail en disant, voilà, je vais enlever la Grande-Bretagne en fait, de cette variable et je vais recalculer les flux. Okay, pour imaginer, pour voir en fait quel sera le flux une fois que j'aurai enlevé la Grande-Bretagne. Bon, alors c'est bien de faire ça, mais ça va nous informer sur quoi? Juste sur en fait un flux. Alors qu'on a déjà souligné tout à l'heure que ce qui nous intéresse, c'est de mettre un petit peu plus, c'est de prédire de manière un petit peu plus large. Parce qu'effectivement, les questions qu'on a évoquées ce matin, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui va se passer pour les pays africains en général, pour l'Afrique du Sud. Donc, en réalité, on se rend compte que ces questions ne sont pas vraiment séparables. Je voulais dire là, en disant elles ne sont pas séparables. Parce qu'à la limite, dans les travaux sur l'Union européenne, on se dit voilà, dans l'Union européenne, qu'est-ce qui va se passer si l'Angleterre est dehors, c'est deux partenaires importants. Et on pourrait dire qu'on s'arrête là, et c'est ce que font les recherches académiques. Nous, on peut imaginer qu'en réalité, le fait que l'Angleterre soit en dehors le fait que l'Angleterre soit en dehors de l'UE, quel signe peut-être, ou ne signe pas une série d'accords avec d'autres pays africains, avec d'autres pays en dehors de l'Afrique, tout ça, ça va en fait faire une redistribution des flux africains et mondiaux, et c'est celle-là, cette nouvelle carte qu'on va connaître. Donc en réalité, on ne peut pas faire juste un petit changement, c'est pas un changement qui va se passer, c'est beaucoup de changements, donc on va pas se restreindre à ce qui se passe sur juste le flux des A-E-B. Alors, c'est là évidemment c'est un petit peu long à faire, en fait, comme travail, et c'est là où je vais vous présenter une première approximation. Donc, une première approximation, au lieu de dire je prends tous les accords auxquels participent l'Angleterre et les pays africains, et à chaque fois j'enlève l'Angleterre en disant voilà ce que sera le scénario futur. Au lieu de faire ça, j'ai fait un premier aperçu. Et on a essayé de regarder, enfin j'ai essayé de regarder ce qui se passe sur les pays ACP. Parce que les pays ACP, jusqu'à présent, effectivement, les accords ACP ont représenté les relations entre l'Union européenne et pas que, mais entre les anciennes colonies. Et donc, en fait, on va prendre ce scénario, enfin, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si l'ACP, si les accords ACP, n'existait pas? Je fais encore un pas en arrière. Oui, en recherche, on passe maintenant à faire des pas en arrière pour essayer de comprendre les mécanismes et après on les refait pour voir leurs conséquences. Donc là, c'est ce que je fais. Je me dis quel a été en fait l'impact des accords ACP. Est-ce que les accords ACP, on peut voir. Alors il y a quelques travaux, hein, qui utilisent des méthodes un petit peu différentes, qui sont intéressants. C'est ça que je vais vous montrer. Alors, voilà les quelques résultats sur lesquels je vais vous montrer des petites choses. Donc, vous voyez, c'est un début. La première chose, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on arrive à mesurer, donc quantifier un effet de tous ces accords ACP, en fait, qui ont été signés depuis 1963, sur les flux de commerce des pays qui ont participé. La deuxième, c'est de se dire, oui, alors, on va essayer de se recentrer sur la question qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous intéresse pas, c'est vraiment les pays sur le continent africain. Donc, on va zoomer sur les ACP du continent. La troisième, c'est de se dire, ah, oui, mais en fait, on rencontre un problème qu'on va devoir gérer, c'est le fait que l'indépendance de ces pays a elle-même un effet sur le pays. Donc, l'indépendance, en fait, on montre, il y a des articles académiques qui regardent l'effet de la colonisation et qui après l'effet de la décolonisation, mais l'indépendance, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas dans l'équation et comme si elle n'avait pas d'impact sur le commerce. Donc on va s'en occuper, et donc l'idée c'est de dire voilà, l'indépendance diminue le commerce, mais les ACP augmentent le commerce, donc comment est-ce qu'on met ça ensemble? Voilà. Et la dernière partie, le 4, c'est de se dire ok, donc on va calculer finalement en fait un effet ACP. Est-ce que l'ACP a augmenté le commerce différemment ou pas pour des pays en fait qui avaient des liens coloniaux ou qui n'en avaient pas, avec les pays de l'Union européenne?
évidemment, on a besoin de le faire une première fois pour voir ce qu'on trouve, hein, mais évidemment, il va être quand même intéressant après de creuser pour voir les nuances. Donc, on a en fait, en 63, en fait, ça ne va pas encore ACP, en 63, c'est en 75, en fait, ça va commencer à s'appeler ACP quand on va avoir les anciennes colonies anglaises. Donc, on a en fait un groupe de pays qui sont tous sur le continent africain et qui sont en fait des colonies soit françaises, soit belges. Mais pas toutes, dans le sens pas toutes les anciennes colonies, parce que certaines colonies, la Guinée par exemple, ou l'Algérie, on ne s'est rien vu proposer, mais elle n'est pas rentrée dans le groupe de l'été. Voilà, donc celles-là, elles sont parties en fait du groupe d'origine, elles sont parties de colonies à anciennes colonies, et donc en fait l'Union européenne, à partir du moment où elle s'est formée, bah, elle a voulu trouver un moyen de donner un statut en fait, hein, à ces pays qui étaient anciennes colonies, et donc c'est là où toutes ces discussions sur ce qui s'appellera plus tard le pays ACP est. Alors, rapidement sur la suite, voilà ce qui est dans en tout cas, les barrières qu'on appelle ACP dans nos équations. En 69, sur le continent africain, il y a 3 autres pays en fait, qui rentrent dans le groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont déjà en fait, des colonies, des anciennes colonies anglaises, alors que l'Angleterre n'est pas encore dedans. Alors, peut-être que, en fait, l'Angleterre a fait quand même 3 tentatives hein, pour rentrer dans l'Union européenne. Donc, effectivement, en 61, elle avait déjà commencé, elle avait déjà appliqué à taille une première fois. Donc, voilà. En 69, on a la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, en fait, qui rentrent dans les préférences de l'Union européenne. Et en 75, là, l'Angleterre est déjà dedans, hein, depuis 73. Donc, en 73, en fait, on a 11 autres pays, anciennes colonies de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je parle que du continent, enfin pas des Pacifiques et des Caraïbes. 2 autres colonies de la France et du Portugal, et puis l'Éthiopie. 5 en 79, 3 derniers, donc après ça s'appelle l'OME 1, 2, 3, et puis c'est suivi par, on a vu ce matin les explications, l'OME 4, l'OME 4 révisé, écoute, tiens. Alors, une première, donc voilà les résultats résumés. On n'est pas bon en fait, ils sont à faire, parce que je ne vais pas vous remontrer tous les coefficients, 5 minutes. Donc, voilà, tant bien, j'ai résumé les résultats. Donc, les résultats, en fait, rapides. Premièrement, on ne va pas s'attarder dessus parce que je voudrais préciser autre chose, c'est de dire, bon, alors, on voit un effet de la participation ACP positif sur le commerce, quand je regarde le groupe ACP en général. Par contre, là-dessus, on va devoir travailler un petit peu plus parce qu'en fait, on a un effet, plus on va dans le temps vers aujourd'hui, plus on a un effet négatif. Donc, l'effet positif, il est vraiment changé. Donc, ça pose la question de savoir vraiment est-ce que ces accords-là sont très effectifs dans les 10 premières années. Et qu'est-ce qui se passe après? Deuxième chose, quand on zoome par contre sur le A, sur le Afrique, pas sur le C et le B, dans ce cas-là, on a un effet beaucoup plus robuste. Et on a quelque chose de plus positif, mais surtout pas le même. Donc, on a en fait une augmentation de 35% du commerce en moyenne, après, comparé à avant. Okay. Alors, c'est là où on se dit, bon, on voudrait quand même ne pas passer à côté en fait, de ce qui s'est vraiment passé pour ces pays qui avaient tissé des biens, enfin, qui avaient des biens coloniaux, qui se sont défaits. On sait que la décolonisation, donc l'indépendance, a eu un effet à la baisse du commerce. Il s'agit évidemment d'une augmentation des coûts de transport, hein, une transaction en général, de transport. Et donc, les chercheurs se sont déjà questionnés hein, sur se dire, tiens, voilà, en fait, le commerce entre la France, par exemple, et le Sénégal, la France et la Côte d'Ivoire, était en train de baisser, à partir de 60, par exemple. Okay, 60, le commerce de l'indépendance, donc le commerce se met à baisser. La question, c'est à quelle vitesse? Ça, c'est traité dans des articles qui existent déjà. Et notre question, c'est de dire, bah, là-dessus arrive ACP. Okay. Donc, en fait, est-ce que ACP va se mettre à augmenter le commerce, vite ou pas, et dans quelle magnitude, pour les pays qui avaient ces biens coloniaux? C'est ça que on voulait prendre. Alors, je vous passe sur ça, c'est tous les pays ACP, je m'en ai déjà parlé. Ça, c'est juste les pays africains, donc on pourrait en fait voir que les coefficients, il est stable dès qu'on est sur les pays
c'était pour vous, donc ça c'est une première chose. Voilà, la dernière chose, c'était de dire cette question de indépendance ACP commerce, comment est-ce qu'on la comprend? Okay. Alors, en fait, si on peut essayer de schématiser sur deux paires de pays, ce qu'on voudrait voir, par exemple, j'ai mis la Côte d'Ivoire, UK et Ghana. Non. Oui, alors Ghana, UK, mais on va peut-être Ghana, Allemagne. Donc la question c'est de dire, voilà, les pays, donc la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire l'Angleterre, donc justement la question c'est de dire, à partir du moment où elle est rentrée dans le ACP, et le UK aussi est rentré dans l'UE, qu'est-ce qu'on a eu comme augmentation de commerce? Donc vous voyez bien qu'on a besoin, en fait, c'est pas facile à comprendre, on a besoin d'avoir ces deux éléments qui sont d'un côté l'indépendance du pays qui était précédemment lié, de l'autre côté l'effet des ACP qui réduit les barrières et donc les gens. Okay. Alors je vous montre en fait un tableau, un graphique. Alors ce graphique, il nous représente deux choses. Donc, il y en a deux en fait séries de points qui décroissent. Qu'est-ce qu'on représente? On représente en fait la baisse du commerce de gauche à droite au fil des années, parce que les années qui sont en dessous, c'est le nombre d'années d'indépendance. Donc ce qu'on représente, c'est est-ce que le commerce entre les pays anciennement colonies et leurs anciens pays colons a diminué fortement ou pas fortement après l'indépendance. Okay. Alors la série verte, c'est la série en fait des pays qui n'ont pas eu l'ACP, qui ne sont pas rentrés dans l'ACP. La série noire, qui est un petit peu une translation vers l'eau, c'est la série des pays en fait qui eux étaient dans le ACP. Donc très rapidement, pour faire une sorte de take-away en fait, sur la question, ce qu'on observe c'est que ACP agit en fait comme une sorte de shifter vers le haut des flux de commerce. Et pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, mais on a l'impression d'après le graphique, c'est une shifter vers le haut, mais vraiment au début de la tête. Après, il se passe quelque chose d'étonnant et voilà. Donc c'est là où je dis. Alors, je vous ai préparé, juste pour terminer, un petit tableau où on se questionne, parce que là, je n'ai pas de réponse, et je pense qu'on n'a pas de réponse, mais dans les simulations et les contrefactuels que je vous ferai, il va falloir mettre des croix dans ces tableaux, il va falloir dire, voilà, le monde après, il sera commun. Pour l'UE déjà, il sera comment? L'UE avec le UK, bien évidemment. Est-ce qu'on aura du free trade? Est-ce qu'on aura, alors c'est pas la même chose, le single market, donc on aura les telles libertés? Ou est-ce qu'on aura le MFN? C'est-à-dire MFN, on retourne en fait au tarif de base auquel je fais face si je suis un pays qui participe à l'OMC. Bon, donc j'ai mis d'autres questions qui vont se poser et auxquelles on va devoir répondre. Est-ce que, on va devoir répondre, on va assister. Est-ce que l'Angleterre, qu'est-ce que l'Angleterre va faire? Elle va faire avec des pays africains, du continent africain, qui n'étaient pas liés à l'Angleterre, à la colonie. Est-ce qu'elle va les traiter différemment ou pas des pays qui, eux, faisaient partie en fait du groupe colonisateur Angleterre? Donc est-ce que ça va être voilà, est-ce qu'on va assister à un multilateral agreement dans ce cas-là? Ok, mais peut-être pas avec tout le monde. Et les autres, est-ce qu'ils auront, c'est là où j'ai mis, voilà, peut-être qu'on aura des GSP, c'est-à-dire qu'on n'aura pas GSP plus ACP, on aura juste les préférences GSP de l'OMC, et peut-être des liens bilatéraux. Alors j'ai mis, on peut s'amuser, en fait, on peut même coder toutes les séries d'accords et toutes les possibilités, et se dire, voilà, quels seraient les scénarios dans lesquels, qui seraient le plus favorables, par exemple, aux pays de cette région d'Afrique. Est-ce que quand l'Angleterre signe avec la Corée, qu'est-ce que ça fait sur les flux? Si l'Angleterre signe avec l'Australie, si l'Angleterre signe avec le Canada, etc.